On est arrivé au pic de l'utilisation des écrans, mais c'est horrible. Non mais enfin ils sont bossus avant l'âge. En fait, le pouvoir de la réalité virtuelle, c'est de pouvoir avoir l'impression de vivre. Et qu'est-ce qui faisait que tu y croyais dur comme fer et que finalement ta vision de l'époque se réalise seulement 10 ans après? C'est une expérience en 3D, dans notre monde 3D. Et c'est un peu un non-sens de faire ça sur un écran 2D. Et on a compris à ce moment-là que le futur de l'informatique allait être assez différent de celui qu'on connaît. Il y a plus de demandes que de produits aujourd'hui, c'est très bon signe. Ça montre vraiment qu'on arrive à l'ère des smart glasses. En fait, c'est simple, aujourd'hui, aucun constructeur ne travaille pas dessus. Ça va arriver très vite, à partir de 2026, et à partir de 2028, vraiment une adoption jusqu'à 2030. Est-ce que l'avenir, c'est d'être encore plus intrusif et de se retrouver demain avec de la publicité directement sur l'écran de nos lunettes? Donc tu sais des choses, mais tu ne peux pas le dire. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Gen IA et j'accueille aujourd'hui Soraya Jaber. Salut Soraya. Salut Francis. Très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Moi aussi. Soraya, ça fait 10 ans qu'on se connaît maintenant. On s'est croisés pour la première fois, il me semble, au Galion. C'était au Galion. Dans exactement. Un bus pour dans aller un faire bus, du surf. ouais, exactement. Pour aller surfer. Ça ne rajeunit pas, tu étais déjà toi à l'époque une passionnée de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Tu as démarré super jeune. Tu es toujours dans ce secteur aujourd'hui. Tu es une des pionnières dans ce domaine d'activité. Du coup, on va passer 1 heure ensemble ce matin pour discuter de la nouveauté du moment, les nouvelles Ray-Ban Meta. Mais pas seulement. On va parler d'iOS 26, on va parler des nouvelles interfaces pour l'IA, puisque ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer d'évoquer ensemble le futur de l'IA et les futures interfaces de l'IA. Exactement. Parce que tout va changer très très vite. Est-ce que tu peux juste nous dire en quelques mots ton parcours sur l'IA qui est assez incroyable? Je ne veux pas donner ton âge parce qu'on est entre nous là, mais c'est assez dingue. Je suis plus si jeune que ça. C'est vrai, le temps passe pour tout le monde. J'ai eu 30 ans, ça y est. Ça y est, tu as eu 30 ans. Tu as démarré tellement tôt. À 19 ans. Donc, tu as lancé la première start-up quasiment en France dans le domaine de la VR. Une des premières. En tout cas, dans notre positionnement, c'était assez précurseur. Donc, en effet, il y a 10 ans maintenant, 2015, on a commencé. On a eu la chance, en fait, de tester très tôt les Microsoft HoloLens, qui était un petit peu le premier prototype de paire de lunettes de réalité augmentée. Et on a compris à ce moment-là que le futur de l'informatique allait être assez différent de celui qu'on connaît, qui est sur un écran de plus en plus plat, de plus en plus réduit en termes de capacité sur un écran. Et l'étape d'après, c'est vraiment des interfaces plus immersives. Donc que ce soit avec la réalité virtuelle, mais également la réalité augmentée. Et moi, c'est vraiment cette technologie qui me fascine le plus. Et on y est, 10 ans après. Ça fait tellement longtemps qu'on dit que ce marché va décoller un jour. On y a cru avec l'Apple Vision il y a maintenant 2 ans quand il est sorti. Et puis finalement, ça s'est vendu, mais ça n'a pas été non plus encore la révolution. Maintenant, là, toi, tu es convaincu, ça y est, on y est. Ça y est, on y est, ouais. Et en fait, il faut différencier aussi les différentes technologies qui existent. Donc, il y a 10 ans, on avait les Microsoft HoloLens et on a eu la chance de travailler avec un petit peu tous les constructeurs, donc avec Meta sur la version Quest, les différents casques de réalité virtuelle. J'en ai un à la maison dont je me suis servi 3 fois, comme tout le monde, je pense. Que je t'ai incité à acheter quand il est sorti. Mais en effet, et du coup, la réalité virtuelle, ce sont plutôt des usages assez définis, ponctuels et pour une typologie aussi de personnes. Par exemple, de l'apprentissage dans des environnements. Pour la formation, c'est incroyable. C'est absolument incroyable pour la formation professionnelle, pour l'éducation, parce que en fait, le pouvoir de la réalité virtuelle, c'est de pouvoir vraiment avoir l'impression de vivre. L'immersif, en fait, total. Exactement. C'est la portée de l'immersion, la portée pédagogique, parce qu'on a l'impression du coup d'avoir vraiment vécu. Et pour l'histoire, pour voyager à travers le temps, pour apprendre en fait. Voyager tout court. Moi, j'ai visité les pyramides de Khéops avec un casque de réalité virtuelle et c'était assez dingue. Exactement. Et en fait, quand on a commencé du coup Opuscope il y a 10 ans, l'objectif c'était de permettre aux personnes qui ne pouvaient pas aller dans les musées, qui ne pouvaient pas forcément voyager pour raisons financières ou physiques, de pouvoir
par la réalité virtuelle, visiter des musées, visiter des œuvres d'art, des scènes muséales. On a commencé du coup dans le secteur culturel. On a eu la chance de travailler avec le ministère de la Culture et plusieurs organisations culturelles comme le Musée des Arts Décoratifs, le Centre des Monuments Nationaux, le Musée national d'archéologie. C'était nos premiers partenaires et on est fiers du coup, oui, il y a 10 ans en fait, d'avoir un petit peu apporté ces technologies immersives, donc à la fois la réalité virtuelle et la technologie qui finalement intéressait plus le secteur culturel et plus les différents secteurs en général, on va en reparler, la réalité augmentée. Ouais, et alors ça c'est très important si on peut justement faire bien la différence entre les deux, parce que nous on a le même sujet quand on parle du no-code par exemple chez Allegria, les gens ne font pas toujours la différence entre le low-code et le no-code, et puis toi c'est un peu pareil, réalité augmentée, réalité virtuelle, les deux sont couplés, mais en fait ça n'a rien à voir. Est-ce que tu peux bien nous redéfinir la différence entre les deux? Oui, bien sûr, en fait il y a plein de terminologies. Moi j'aime bien me référer au spectre en fait, qui a été théorisé en 94, donc c'est pas nouveau en fait toutes ces technologies, ça se prépare depuis longtemps, c'est l'assemblage de plein de technologies. L'IA est un peu le ciment aussi de ces technologies. Donc on a la réalité virtuelle qui nous coupe de notre environnement et nous permet d'évoluer dans un monde généré par ordinateur. Ça nous permet, immersif total. Complètement immersif, recréer soit à partir d'une captation d'un environnement, donc réel, reproduire d'un environnement réel, ou générer complètement en 3D par ordinateur. Donc ça c'est la réalité virtuelle. Et la réalité augmentée, c'est aller ajouter du contenu virtuel dans notre environnement réel. Et il y a plusieurs façons de le faire. On a les paires de lunettes de réalité augmentée qui vont scanner l'environnement et ajouter du contenu virtuel de façon assez précise dans l'environnement. Et on a le téléphone qui permet également, avec les caméras... le fameux Pokémon Go, la première application, c'était quoi, il y a 6 ans, 7 ans maintenant? Qui a vraiment permis de ça a lancé la réalité augmentée. Ça a lancé la réalité augmentée. Ensuite, on a eu tout ce qui est filtres faciaux, filtres environnementaux. On a eu Wonderland, un de nos produits qui permettait du coup aux artistes, aux créateurs de contenu un peu partout à travers le monde de placer du contenu de façon très précise dans l'environnement. Donc ça, on travaille avec Google sur la technologie en fait qui est exploitée derrière Google Street View, pour faire simple. Donc vraiment reconnaissance des rues et des coordonnées GPS. Et on a du coup cette nouvelle forme de réalité augmentée, mais qui n'est pas encore de la réalité augmentée. Donc si on veut être précis, en fait, ce qu'on va vous présenter, donc les Meta Ray-Ban Display, donc comme son nom l'indique, c'est un écran. Qui viennent d'arriver là il y a quelques jours, on est vraiment quasiment les premiers à les avoir en France là. En France, en Europe, vraiment les premiers. Donc ça a été commercialisé le 30 septembre aux États-Unis. On a eu la chance de faire partie des premiers à les tester, à les utiliser. Et tu leur as fait traverser l'Atlantique puisque c'est pas encore disponible aujourd'hui à l'achat. Exactement, en France, ce n'est pas encore disponible en Europe, ça arrive l'année prochaine. Voilà, pas encore de date annoncée publiquement, mais ça arrive en France et dans d'autres pays d'Europe. Donc on ne pourra pas les offrir à Noël à nos amis. Non, malheureusement, ce sera le Noël. Par contre, il y a les Meta Ray-Ban, donc sans le display, qui est un carton. Vraiment, c'est assez incroyable. On a des amis en commun qui essayent de les avoir, c'était sold out. Sur la nouvelle Ray-Ban Display là, qui vient de sortir, pareil aux États-Unis, tu me disais, c'est des jours d'attente, il faut s'inscrire sur une liste. Exactement, il faut s'inscrire. C'est des slots qu'il faut booker en fait dans les Best Buy, donc c'est là où on achète les technologies. Et en fait, ce sont des créneaux de 30 minutes pour tester l'appareil et ensuite l'acheter. Et là, en fait, dans plein de magasins aux États-Unis, il y avait aucun slot dispo avant novembre, décembre. Et en fait, c'est un peu au compte-gouttes. C'est quand même une nouvelle technologie, c'est un produit assez fou. Et voilà, supply chain, c'est toujours quelque chose... dans ces nouvelles technologies, ça prend un peu de temps, on va dire. Donc oui, il y a plus de demandes que de produits aujourd'hui. C'est très bon signe. Ça montre vraiment qu'on arrive à l'ère des smart glasses. Et finalement, et on va en parler, c'est un petit peu l'appareil parfait pour l'intelligence artificielle. C'est ça, exactement. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui et on va faire le test, bien évidemment. On voit qu'il y a cette convergence entre
la réalité augmentée, les nouvelles formes de device et l'IA, on se rend bien compte qu'on n'utilisera pas l'IA au quotidien avec un smartphone comme on le fait aujourd'hui, que la voix est un outil indispensable maintenant pour utiliser l'IA, que ça va être aussi un compagnon de route quasiment quotidien avec nous, l'IA, et que donc certains prédisent même à terme la disparition du smartphone tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais on n'est pas non plus encore dans la puce connectée directement à notre cerveau. Ça sera peut-être encore dans 10 ou 15 ans. En tout cas, c'est une étape vers effectivement l'intégration de ces outils au plus proche de nous. Et c'était la raison pour laquelle on voulait te recevoir aujourd'hui, et c'est ce dont on va parler. Est-ce que toi qui as eu l'occasion de les tester, là, ces lunettes, tu es parti aux États-Unis, tu as été invité par Meta, tu les utilises depuis maintenant quelques jours. C'est quoi le truc qui t'a le plus bluffé sur l'usage de ces lunettes depuis que tu les as reçues? Alors, on va regarder ensemble à quoi ça ressemble. Je sais pas si on les voit la caméra, mais la différence du coup avec la première génération où il y avait uniquement le flux vidéo, enfin on pouvait faire des photos, des vidéos et le flux audio, qui déjà est un usage en fait qui s'inscrit dans notre quotidien. Moi je l'utilisais beaucoup sur mon vélo pour passer des coups de fil, pour écouter des livres audio, des musiques, des podcasts, et finalement tu vois on m'entend mieux avec les Meta Ray-Ban qu'avec des AirPods. D'accord. C'est quand même assez fou. Moi j'attends Apple qui sort sa paire de lunettes, mais ça va arriver, tu penses? Ils ont des projets? Ça va arriver, ils y travaillent. Ouais, bien sûr. Apple, c'est rarement le premier à sortir. Mais quand ils viennent. Mais quand ils viennent, et la marque à la pomme. Là, on sait très bien que la marque Ray-Ban fait beaucoup. Alors, on peut peut-être comparer juste les deux très rapidement. Je ne sais pas si on va voir à l'écran, mais il y a quand même, on va dire, là, une paire de lunettes qui est un peu plus massive, je dirais, par rapport à la première version. Technologie embarquée. Pour ceux qui ont eu l'occasion de la voir, vous allez voir la différence, effectivement, entre les deux. Tac, hop. Voilà. Sachant qu'il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles, donc ça c'est le modèle standard initial. Donc il y a quand même déjà pas mal d'électronique dans les branches, essentiellement, plus les deux caméras frontales. Et quand on voit les nouvelles... Pas grand-chose d'électronique au final dans celle-ci. Mais les nouvelles... Et on peut le voir, en fait, il y a deux versions sur les Meta Ray-Ban Display. Il y a la version sand, donc sable, et la version... noire. Moi j'ai la version noire. Du coup, ça, vous allez voir la version noire. Donc vous avez le choix entre les deux. Hop. Du coup, on les allume avec la version noire et il y a effectivement un petit bouton ici et on voit que les charnières, par exemple, je ne sais pas si vous verrez bien la caméra, sont quand même un peu plus épaisses et le poids également est un petit peu plus lourd. On sent que ça a été renforcé. C'est ça. Mais quand on compare à tout ce qu'on a eu avant, là, on arrive vraiment à un form factor qui ça te va super bien. Ouais, ça me va bien. Je suis fait pour porter des lunettes en fait. Mais il faut savoir aussi c'est un verre polarisant. Donc au soleil, ça va se très bien. teinter. Ce qui n'empêche pas du coup de pouvoir regarder un écran. Si c'est polarisé, ça permet de lire les écrans. Quand c'est pas polarisé, des fois on a du mal à lire les écrans. Ça aide ça aussi. C'est vrai. C'est vrai que ça marche très bien en plein soleil. Alors il y a le petit bracelet qui va avec aussi. C'est ça vraiment la grande nouveauté. Donc en fait il faut être équipé en permanence des deux. Exactement. Neural Band. Mon petit Neural Band aussi. Ça se met très facilement. Franchement, il n'y a pas de difficulté particulière. Aussi, dans les petites nouveautés, c'est quand même appréciable, c'est le boîtier qui se plie. Ah oui, ça tu m'as montré. Alors, je vais essayer de vous le faire. Tac, 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 tac et tac. Et du coup, on a le boîtier des nouvelles Ray-Ban et le boîtier des anciennes. C'est quand même pratique pour mettre dans le sac à main, dans la poche. C'est ça, dans la poche. C'est sûr que ça fait quand même une petite différence aussi. C'est pas grand-chose, mais ça recharge directement. Il y a le petit port USB ici, donc la batterie est intégrée. Ça recharge en live. Et il y a de la capacité de recharge également dans le boîtier. C'est ça, c'est un peu comme les AirPods finalement. Exactement. D'accord. Comme la première génération. Et ça tient combien de temps sur un usage à peu près 8 heures. C'est 8 heures qui est... 8 heures, d'accord. Donc tu les recharges tous les soirs, un peu comme l'Apple Watch, finalement. Si tu t'en sers au quotidien. Parce que tu ne vas pas utiliser toute la journée. Ah oui, tu n'es pas en permanence avec l'écran allumé. Je suis pas en permanence. Et d'ailleurs, l'écran, là, il est allumé devant mes yeux. Ok, donc c'est incroyable parce que je ne vois strictement rien, même d'ici, même sur le côté, là, je regarde, je ne vois rien. Alors j'essaie de regarder même à l'intérieur d'ici, je ne le vois pas. Non, on voit le petit écran avec... non, on voit strictement rien. Et pour l'allumer, en fait, je clique 2 fois, hop, là il vient de s'allumer, avec le majeur. Et je vais aller naviguer. Et ça, pour moi, c'est vraiment
un peu la petite révolution et t'as pu le tester, tu vois, Ouais, c'est je l'ai très testé, c'est intuitif. absolument incroyable. C'est très simple, en fait. Ouais. C'est assez magique au final, parce qu'on a surtout l'habitude avec les Microsoft HoloLens, avec l'Apple Vision Pro, d'avoir des appareils un peu plus massifs, donc des appareils de réalité augmentée, de réalité mixte, parce qu'ils permettent de faire les déjà deux. des gestes avec l'Apple Vision, hein, mais sans Neural Band. L'Apple Vision. Là, on va plus loin dans encore la prise en main de... Et là, vraiment, c'est une autre... Il ne faut pas le comparer à l'Apple Vision Pro. Non, c'est complètement l'Apple différent. Vision Pro, c'est vraiment c'est un appareil premium qui est c'est réalité virtuelle et réalité augmentée, c'est les deux, donc c'est un monde différent. Oui, et c'est pas un échec, c'est vraiment un succès, on le voit, on bosse avec pas mal d'entreprises, c'est un gain là, de ils temps. s'attendaient pas à en vendre des millions d'exemplaires non plus. Hein. Et c'était pas prévu. Un lancement, c'était pas prévu. Mais tu vois, si on fait les sûr. calculs, c'est 4 000, 5 000 $, à peu près 400 000 unités vendues. Il est rentable unités vendues quand même aujourd'hui. Ah ouais, c'est un dingue. C'est voilà, en fait, si on parle de chiffres, non, c'est un succès. Ouais. Et c'est positif pour la suite, mais c'est un usage différent où en fait le casque va on permettre. On attend la nouvelle version d'Apple Vision et puis les lunettes Apple. Il y aura deux produits sans doute qui vont deux gammes arriver. De produits différentes. Là, c'est vraiment un produit plus mass market. Et d'ailleurs, on le voit autour de nous, ce sont des personnes qui sont pas du tout dans l'industrie, qui veulent les avoir, que ce soit pour le sport. Donc, on n'en a pas parlé, mais la version Oakley. D'accord. Sans le display pour le moment. D'accord, ok. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a un nouveau partenaire maintenant de Meta. Il n'y a pas que Ray-Ban, il y a Oakley aussi maintenant. Oui, il y a Oakley, bien sûr. D'accord, d'accord. Donc on n'est pas obligé d'avoir... C'est Luxottica, en fait, qui est derrière. Bien sûr. Qui est derrière. Belle boîte européenne. Une très belle boîte, voilà. Si vous êtes actionnaire, c'est une belle évolution aussi. Non, et c'est super parce que ça ouvre en fait un champ des possibles assez important. Et on voit, il n'y a pas un constructeur aujourd'hui qui ne travaille pas sur ces nouvelles interfaces. Ils le savent, ils le préparent depuis... nous, ça fait 10 ans qu'on est dans l'industrie, mais pour beaucoup, également 10 ans et bien plus, qui préparent du coup cette arrivée des appareils qui sont plus connectés en fait à notre environnement et qui, au final, nous fera passer même moins de temps sur le téléphone. Moi, je le vois quand je porte... la paire de lunettes, donc quand on est allé à Silicon Valley, à San Francisco en fait pour les récupérer, un des premiers usages, et c'est celui qu'on vend depuis 10 ans et celui que j'attends vraiment avec impatience, c'est la map. Donc là, je l'active et je vois la carte. Voilà, on est dans les bureaux d'Allegria, je peux zoomer. Du coup, vous voyez pas ce que je fais. Non, mais il y a des nouveaux gestes. Alors ça, c'est un peu l'inconvénient de ce produit, c'est qu'on peut pas montrer ce qui se passe à l'écran. Du coup, pendant les démos, ils ont le retour. Tu as la possibilité d'avoir un retour sur le téléphone. Ça. Alors justement, pour bien expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec et comment ça marche. Déjà, la première chose, donc on disait 8 heures d'autonomie, donc grosso modo avec un usage normal, tu vas le recharger tous les 2 jours, peut-être même, tu vas pas utiliser 8 heures sur une journée, tu vas utiliser sans doute moins que ça. Puis ça se recharge dès qu'on le met dans le boîtier. Ça se recharge dès qu'on le met dans le boîtier, donc en fait, déjà tout de suite, ça augmente l'autonomie. Il est connecté à un smartphone, ça c'est très important de le rappeler, toujours. Donc comme finalement une watch. J'imagine qu'il n'a pas de puce, en revanche, GSM dedans. Donc pour recevoir une notification de la première génération, voilà, sans le d'accord. Est-ce qu'on sait si c'est quelque chose qui va arriver? Est-ce qu'elles seront plus autonomes demain avec sans doute une puce 5G dedans ou pas? Est-ce que ça fait partie des on peut imaginer, ça fait partie des hypothèses. Elles vont gagner en autonomie, un peu comme l'Apple Watch a gagné en autonomie aussi après. Comme la montre, donc pour le moment, c'est connecté à son téléphone. Donc il y a un petit setup à faire au départ. Et ensuite, une fois que c'est fait, une fois qu'on a connecté le téléphone avec ses lunettes, eh bien, on peut avoir accès. Alors, je l'ai regardé tout à l'heure, tu me les as présentées. Donc on a ces notifications, on a WhatsApp, bien évidemment. On a l'IA de Meta, donc on peut lui poser toutes les questions qu'on veut. C'est ça. On a la map, on peut faire des photos, on a accès aux vidéos également, la musique. Et on a la preview, donc ça c'est aussi une nouveauté par rapport aux premières versions. C'est très sympa parce que du coup on peut voir ce qu'on prend en photo. Avant de le prendre en photo. Surtout, et en parce vidéo, que comme on a la lumière d'un côté, la caméra de l'autre, et que ce n'est pas une caméra frontale, voilà, des fois les vidéos, tu te dis ah ouais, mais là c'est vraiment bizarre. Alors ça c'est bien que tu l'expliques parce que moi j'avais l'impression d'avoir 2 caméras de chaque côté, mais pas du tout. Donc il y a un flash d'un côté, voilà, et l'appareil photo de l'autre. C'est ça. Et là je vois du coup
Ok. Bah, non, du coup, tu vois pas. Mais... Non, moi, je vois pas, mais toi, tu vois. Ouais, tu peux voir une photo. Ok. J'en ai pas parlé, mais et ça, c'est super, c'est la traduction en temps réel. Ok. Donc, par exemple, j'étais à une conférence là cette semaine et bon, je parle anglais, mais en fait, j'ai testé directement sur speaker, sur scène et ça traduisait. Enfin, j'avais les sous-titrés et j'aurais pu du coup aussi les traduire en français. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Je suis à une conférence, le speaker parle en anglais ou en japonais. Tu lances la traduction automatique avec tes lunettes. Ouais, il n'y a pas le japonais pour le moment. Bon, alors l'anglais. Il y a l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le français, voilà. Ouais. Je vois quoi? Je vois la traduction sur l'écran ou j'ai la transcription audio comme finalement quelqu'un qui parlerait dans mes oreilles avec la langue. Ça fonctionne comment exactement? Alors pour l'instant, c'est vraiment sous-titré. Le sous-titre. Donc je vois en fait le speech qui apparaît dans mes lunettes sur l'écran en fait en temps réel en fonction de ce que la personne est en train de dire. Exactement. Ce qui te permet aussi d'écouter en même temps. Donc tu n'es pas perturbé par le son en fait. Non. Et ça marche très bien. On a fait des tests avec une personne qui parlait espagnol, italien et en fait il comprend tout de suite et il est capable de te le faire toi uniquement en français immédiatement. C'est ça. Et en fait il fait du coup différentes bulles pour les personnes qui discutent. Donc il sait différencier les interlocuteurs sur la scène. Ok, ça c'est pas mal. C'est sympa. Pour une discussion. Par contre, tu vas pas encore utiliser ce device, par exemple, pour regarder un film dans le train ou ce genre de choses. L'écran est pas fait pour ça. Donc il faut savoir, voilà, c'est un petit, c'est ce qu'on appelle un HUD. Donc ça, c'est pas une technologie nouvelle. Qu'on a dans les voitures, c'est l'écran tête haute dans les Peugeot, par exemple. C'est ça, qui a été utilisé aussi dans les voitures, dans les avions. Tout à fait. Donc c'est cette même technologie. Donc ce n'est pas de la réalité augmentée dans le sens où il n'y a pas de projection rétinienne ou d'incrustation dans l'environnement. Mais finalement, on réalise. Ah oui, tu as raison. C'est en fait une troisième technologie en réalité. Donc on a la réalité virtuelle dont on a déjà parlé, la réalité augmentée où effectivement tu as projeté dans l'environnement un certain nombre d'objets virtuels. On n'arriverait pas du tout à avoir un form factor comme ça pour la réalité augmentée. Et là, on est encore dans autre chose, le HUD finalement. C'est ça. Et du coup, ça va se faire par étapes. Et c'est du coup une autre approche par rapport à, par exemple, un Apple Vision Pro qui est un bijou technologique qui permet de faire énormément de choses, où il y a 5000 brevets déposés. C'est un monstre de technologie. Là, on a l'approche vraiment beaucoup plus simple, mais qui peut beaucoup plus séduire la masse en fait. Bien sûr, beaucoup plus accessible aussi en termes de prix, puisque là on est sur quel tarif? On est à $800. $800, ok, donc le prix d'une Apple Watch, quoi, finalement, grosso modo. C'est ça, à peu près. Ouais, bien sûr. Donc voilà, vraiment, vraiment accessible, un peu moins cher que les derniers iPhones. Ouais, bien sûr. Et voilà, il faut se dire que c'est la version la moins bien que vous pourrez tester parce que ça va aller qu'en s'améliorant. Alors justement, est-ce qu'il faut les acheter maintenant? Est-ce qu'il faut attendre? C'est quoi les prochaines étapes? Ça va tellement vite ces technologies. Il s'est passé combien de temps entre la première version de la Ray-Ban Meta et la display? 2 ans. On ne peut pas vraiment les comparer dans le sens où il n'y a pas de display, il n'y a pas d'écran sur ces appareils. Mais aujourd'hui, on a à peu près on a plus d'une cinquantaine de paires de lunettes qui sont accessibles sur le marché. Donc celle-ci est toujours commercialisée, la classique. Oui, bien sûr. Et elle est à quel prix, elle? Elle est à partir de 350 donc c'est à peu près dollars et ensuite 100% plus cher l'autre, c'est du simple au double. Ça dépend du verre. Et est-ce qu'elle a été mise à jour, celle-ci, ou pour le moment? Oui, il y a une génération 2 avec les Ray-Ban, les Oakley, et qui sont commercialisés en ce moment et qui sont accessibles en France. C'est comme tous les produits technologiques, c'est des mises à jour, j'allais dire une fois entre 12 et 24 mois. Et donc, est-ce que d'ailleurs pour les gens qui auraient acheté la première version, il y a un marché de l'occasion, on peut les revendre, ou alors c'est comme l'iPhone, on perd pas tant de valeur que ça si on le change régulièrement. Surtout quand on voit, il y a eu plusieurs moments où c'était en rupture, même encore cette année, donc je pense que oui, il y a le marché secondaire qui est trop bien. Il reste un des sujets que tout le monde se pose, la sécurité vis-à-vis de ce type d'outils, et en particulier la capacité d'enregistrer tout ce qui se passe dans la rue, des gens à leur insu. C'était un peu la première raison pour laquelle les Google Glass à l'époque n'avaient pas marché. Il y avait eu vraiment un rejet de la part des gens sur ça. Bien sûr, c'était en 2012. C'était en 2012. Aujourd'hui, on en est où sur ce sujet? D'abord dans l'acceptation des gens dans la rue, dans les événements, et également de la législation sur le sujet. C'est quoi on en est où aujourd'hui? Oui, bien sûr. Parce que si ça se vend autant, c'est que finalement, on a l'impression de se dire les gens s'en foutent finalement de se faire filmer. J'ai pas l'impression. Au final, c'est encore plus sécure dans le sens où
mon téléphone, je peux faire une vidéo comme ça, personne ne le sait. Je le tiens comme ça, je filme les gens autour de moi. Il n'y a aucun indicateur qui montre que je filme, sauf si j'active le flash. Alors que sur ces lunettes, là, je filme, vous le savez. Il y a la caméra. Il y a le flash qui bip. Il y a la lumière qui montre que je filme. Et au final, dans les usages, il n'y a rien qu'on ne pouvait pas déjà faire avant. Des caméras embarquées, ça existe depuis très longtemps. Des caméras espions. Bien sûr. Donc il y avait une déjà broche plein de avec une caméra, un petit faire. collier avec une caméra. Ça ne change pas du tout. Une personne mal intentionnée pourra continuer à le faire. Bien sûr, pourra continuer à le faire. D'ailleurs, un des gros usages, c'est les pranks dans la rue sur TikTok, les vidéos un peu humoristique, une vieille quand je dis alors, ça. Un prank, c'est quoi? Parce que je découvre le mot, moi. Ah, trop bien. Alors, je suis encore plus vieux, moi, du coup. Non, mais alors attends, j'arrête de filmer. Un prank, c'est faire c'est une caméra cachée au final. Une caméra cachée. C'est une nouvelle après... version, caméra cachée mode TikTok, quoi, en fait. C'est ça. Ok, très bien. Il faut que je me mette un peu plus à TikTok. Sur tous les réseaux. Et c'est vraiment ce qui a lancé... Beaucoup l'ont acheté pour ce cas d'usage. Alors toi, est-ce que ta conviction aujourd'hui, maintenant que tu as testé ces nouveaux devices, que tu vois le marché où est-ce qu'il va, je vais les reposer quand même, parce que j'ai pas l'habitude de porter des lunettes. Ouais, tu l'as gardé longtemps quand même. Finalement, c'est confortable, hein, franchement. Il n'y a pas de souci. Je les sentais un peu lourdes. Là, c'est sûr que c'est un peu plus lourd que des lunettes de soleil traditionnelles. Et c'est le plus lourd que ce que tu Et on peut faire des verres correcteurs d'ailleurs aussi. On peut les adapter. De -4 à 4. Donc les grosses corrections pour l'instant. C'est pas encore possible, mais pour ceux qui ont une petite myopie, peuvent effectivement le faire. Exactement. Est-ce que tu es convaincu finalement, comme certains, que l'avenir, en particulier encore une fois à cause de l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est la disparition de l'écran? Je pense qu'on est arrivé au pic de l'utilisation des écrans et c'est très mauvais. Enfin, vraiment le temps passé sur un téléphone et moi je vois régulièrement des gamins qui sont comme ça. Mais c'est horrible. Ils sont bossus avant l'âge, ils sont dans la rue surtout. J'ai vu plusieurs fois des accidents parce que même encore la semaine dernière, quelqu'un sur son téléphone qui est tombé devant moi. Parce que tu regardes ton écran et c'est super dangereux. Regarde autour de toi. Et là, ces lunettes permettent au contraire, de plus courber l'échine sur son téléphone et pouvoir être plus au courant de ce qu'il y a autour de toi. Mais est-ce qu'il n'y a pas des risques de dérive? Est-ce qu'on ne va pas avoir de la publicité demain sur ces écrans? Parce que finalement, là, effectivement, qu'est-ce qui fait que tu passes beaucoup de temps sur YouTube? C'est que tu passes d'une vidéo à une autre, tu es tenté en permanence de rester plus longtemps. Là, finalement, tu ne vas avoir qu'une notification, par exemple, tu vas avoir tes messages. Du coup, tu n'ouvres plus ton smartphone et le fait de ne plus ouvrir ton smartphone, ça va faire que tu ne vas pas voir toutes les autres possibilités que t'offre ton smartphone. Mais est-ce que l'avenir, c'est pas aussi finalement d'être encore plus intrusif et de se retrouver demain avec de la publicité directement sur l'écran de nos lunettes? Ça, c'est une peur qu'on entend souvent et une peur légitime, mais en fait, c'est le même fonctionnement que sur un smartphone et c'est très compliqué de faire des push notifications. Des envois de notifications quand tu as un endroit en particulier. Donc ça va être quand même l'utilisateur qui reste dans le contrôle. Encore une fois, l'écran il se désactive quand tu n'es pas en train de l'utiliser. D'accord. Et en un clic, tu enlèves l'écran. Ouais, donc tu n'es pas obligé d'avoir l'écran allumé en permanence. C'est toi qui choisis l'usage que tu vas en faire. Et même c'est une meilleure façon aussi comme tu disais, de se dégager de l'écran. Parce que je sais pas, quand je suis à un endroit que je connais pas, je vais demander hey Meta ou autre, parce que là on parle des lunettes Meta, mais il faut imaginer pareil Google, Samsung qui vont sortir aussi leurs lunettes, Apple, peu importe. Tout le monde en fait. il va y venir. De toute façon, c'est un nouveau marché, c'est un nouveau segment qui va. C'est évident et l'usage, c'est l'usage parfait pour l'intelligence artificielle. Alors justement, moi, il y a un usage que j'adore avec mon smartphone et ChatGPT, c'est l'usage de la caméra, où je lui montre mon environnement et je suis capable d'interagir et il est capable de me compter le nombre de petits pois dans la casserole ou de me dire si ces vêtements me correspondraient. Cet usage-là... Quoi de mieux que ça? Alors, est-ce que c'est déjà possible aujourd'hui? Donc, quand on lance en fait Meta IA avec les lunettes et la caméra en route,
la lunette voit avec toi et donc tu peux dialoguer avec ton IA sur ce que tu es en train de voir. Ça, c'est déjà possible aujourd'hui. Tu peux demander quel est le monument en face de moi, le livre tu es qu'il a écrit. au Louvre face à la Joconde, avant qu'elle se fasse voler. Tu peux pas la Joconde, heureusement, on espère que ça ne va pas arriver, mais tu peux lui demander, regarde, dis-moi quel est ce tableau et tu auras toutes les informations. Ça, c'est absolument incroyable. C'est sans doute un des usages qui va être le plus fou là-dessus. Donc, tu peux imaginer demain aussi quelqu'un qui vient réparer un ascenseur, une voiture, et lui montrer la pièce cassée et lui demander comment le faire. On travaille avec pour les entreprises, les industriels, pour permettre la reconnaissance de matériaux, pour pouvoir... ou même, tu vois, je sais pas, en nature, tu as envie de comprendre quelle fleur est devant toi. C'est Tina qui demandait ça. Et en fait, elle te dit quelle fleur... pareil pour t'es devant ton frigo, tu sais pas quoi faire. J'allais revenir au sujet du e-commerce. Par exemple, tu vas faire tes courses le samedi au supermarché, tu lui dis je ne veux pas acheter de produits transformés ou je veux des produits peu caloriques. Il peut, dans un rayon aujourd'hui, par exemple, te recommander tel et tel produit. Ça, c'est déjà des usages que tu peux faire aujourd'hui. Potentiellement, oui. Il faudrait tester. On n'a pas testé. Non, j'ai pas testé. J'ai plein de cas d'usage que j'ai envie de tester. Il y a plein de cas d'usage, c'est sûr. Pour B2C ou B2B. Finalement, est-ce que tous ces cas d'usage dont on est en train de parler, c'est pas ce que certains appellent aujourd'hui le spatial computing? Est-ce que tu peux nous redéfinir un peu ce que c'est le spatial computing? C'est un terme que j'utilise, ça fait 10 ans que j'utilise, et il a été surtout... popularisé par Apple avec la sortie de l'Apple Vision Pro. Mais il faut se référer du coup à ce spectre du Extended Continuum Spectrum, donc avec la réalité virtuelle, augmentée, mixte. Et tout ça appartient en effet au spatial computing, où c'est du coup l'informatique spatialisée, avec différentes gammes de produits, différents cas d'utilisation, que ce soit, on en a parlé, de la réalité complètement virtuelle, et où on va aller manipuler des chaînes d'approvisionnement, faire de la supply chain, faire de la formation professionnelle, ou là un usage beaucoup plus simple technologiquement, parce que c'est un petit écran. Tout ça, c'est en rapport avec notre environnement, et finalement des nouvelles interfaces, mais qui comprennent aussi la physique. Et ça, c'est vraiment la grosse différence, c'est qu'on n'est plus cantonné à un écran flat. On va aller vraiment comprendre l'environnement, on va aller l'enrichir, on va aller le contextualiser. Et c'est un petit peu aussi ce que permet de faire l'intelligence artificielle, c'est de mieux comprendre le monde autour de soi. Est-ce que c'est pas d'ailleurs aussi, et on va parler de la sécurité aussi des datas que tu enregistres, ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais est-ce que c'est pas aussi une manière de permettre d'arriver peut-être demain à cette fameuse super intelligence artificielle? Moi, on m'interroge souvent là-dessus. On sait qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent qu'on l'aura jamais, ceux qui pensent qu'on l'aura d'ici 2030-2035. Moi, ma conviction, c'est que pour arriver à une super intelligence artificielle, sachant que les IA d'aujourd'hui, elles ont déjà scrollé tout le web gratuit et que donc il n'y a plus de data quasiment à aller chercher aujourd'hui sur Internet pour entraîner les modèles, qu'est-ce qui manque finalement? Il manque la vue à l'IA, il manque l'ouïe, le toucher, l'odorat. Est-ce que finalement, ces outils, c'est pas aussi une capacité pour ces grandes sociétés, principalement américaines, il faut quand même le rappeler, de pouvoir aussi capter des environnements et alimenter leurs IA de vidéos qui seront, alors bien évidemment, des vidéos, il y en a plein sur YouTube, mais c'est pas exactement la même chose que d'être dans son environnement avec ses lunettes. Et du coup, la question adjacente à celle-ci, aujourd'hui, quand tu utilises ces lunettes, que tu prends une photo, une vidéo, est-ce que tu es garanti que ces datas ne sont pas utilisées ensuite par Meta pour entraîner leur modèle? Tu peux désactiver l'utilisation des données derrière, donc pour améliorer les modèles. Et du coup, donc c'est ça, donc c'est comme sur ChatGPT, il faut refuser d'aider à améliorer le modèle d'une certaine manière. Alors c'est présenté comme ça, mais en réalité ça veut juste dire qu'on récupère tes datas pour alimenter la grosse machine. C'est ça, donc cette option est offerte, bien sûr. Mais il faut le faire parce que ça, j'imagine que de manière standard, c'est activé et donc il faut le désactiver soi-même. D'accord, ok, ça marche. Toujours. Donc ça, c'est déjà un élément de sécurité qui est important. Mais est-ce que tu penses effectivement que malgré tout, c'est des produits qui vont aider aussi l'IA à mieux appréhender demain notre environnement pour tous ceux qui accepteront de partager leurs vidéos avec... Bien sûr, et en fait, il faut voir aussi avec le complément avec la robotique. Et tout ça s'inscrit dans plein de briques de technologie. On en avait parlé
une fois précédente. Et en fait, ça permet aussi d'entraîner du coup les robots. Ça permet de comprendre aussi nous notre évolution du coup dans le monde physique. On peut faire le parallèle avec les voitures autonomes. Bien sûr, on sait que Tesla a des milliards de kilomètres enregistrés maintenant dans ses serveurs et que ça a une valeur inestimable pour arriver à la voiture autonome demain, mais également pour enrichir des modèles. Et on y est, la voiture autonome. Je sais pas si tu as déjà testé les Waymo. Pas encore, je ne suis pas allé récemment comme toi à San Francisco, mais il y a quelques années, ça arrive ça y est, en Angleterre. C'est parti là. Moi, je suis content parce que ça fait 10 ans que je dis à ma mère que ça sera l'année prochaine, donc je vais enfin pouvoir lui dire ça y est, la voiture autonome. Moi, j'ai dit ça enfant, c'est pour ça que je voulais pas passer le permis de conduire et j'ai passé très récemment parce que bon, il faut quand même. On a encore quelques années pour conduire quand même. Mais comme avec Google, quand on nous demandait de identifier le passage piéton sur les images, identifier le feu rouge, tout ça, c'est pour entraîner les modèles ensuite. Donc, ce sera la même chose aussi, avec les paires de lunettes. Donc, c'est des masses colossales de data qui vont venir alimenter les IA demain. C'est ce qu'on appelle computer vision et c'est l'analyse des images et c'est en fait la compréhension ensuite de la physique, de notre évolution. Parce que finalement, ça a toujours été un peu un paradoxe et c'est pour ça qu'on a créé aussi Minsar Studio qui était la première plateforme de création, d'ailleurs partenaire Allegria à l'époque, Minsar Studio qui était la première plateforme de création immersive et on permettait de créer directement dans ces interfaces immersives, que ce soit casque ou paire de lunettes de réalité augmentée. Parce que in fine, c'est une expérience en 3D, dans notre monde 3D. Et c'est un peu un non-sens de faire ça sur un PC, sur un écran 2D, alors que le rendu est 3D avec... Alors, tu sais qu'ici, la vocation de ce podcast, c'est de parler IA et business. Et du coup, première question, comment à 20 ans, on en vient à se lancer dans ce marché, à y croire Qu'est-ce qui t'a motivé Ah oui, c'est quand même assez dingue. Ouais, pendant nos études, on peut... Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur... et qu'est-ce qui faisait que tu y croyais dur comme fer et que finalement ta vision de l'époque se réalise seulement 10 ans après Qu'est-ce qui s'est passé ça prend du temps et finalement 10 ans c'est pas tant que ça. Quand on est dedans, oui, c'était... Quand on a 20 ans, 10 ans ça paraît long. Ah, oui, quand on a 30, on se rend compte que 10 ans c'est rien. Quoi, en fait. C'est ça, passe exactement. tellement vite. Quoi. Mais à l'échelle de la technologie, et là on parle de hardware et c'est beaucoup plus long que le software. Il y a plein de limitations vraiment physiques, de miniaturisation des composants, et alors, comment on se lance dedans c'est à 19 ans. On était étudiante, du coup, avec Tina. Moi, j'étais à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en histoire de l'art. Vraiment, incroyable. Vraiment, rien à voir. J'ai fait un bac scientifique en amont. J'avais plutôt un profil scientifique plutôt de base, mais très curieux. Je suis allée faire l'histoire de l'art. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Et c'est vraiment, en fait, le fait d'avoir... une chance incroyable avec Microsoft, parce que mon associé était Microsoft Regional Director, donc le statut le plus haut de consultant pour les équipes produits. Et du coup, de tester en 2015, 2 ans avant la sortie en France, les Microsoft HoloLens, et réaliser en fait qu'il y a une nouvelle ère de l'informatique et qu'il faut commencer maintenant, se lancer. Et ces 10 années, on a tellement appris, tellement compris aussi les limites qu'on peut avoir, les différents challenges. Il fallait être sacrément résilient parce que ça a été dur, il y a pas de marché. Est-ce qu'il y a un marché aujourd'hui? Est-ce que tu as vu maintenant aux États-Unis des vraies applications business, des gens qui font de l'argent avec ça? Ça y est, c'est parti. Même en France, et en fait, ça a pris du temps. Et là, aujourd'hui, pour la réalité virtuelle, on est vraiment sur un marché mature, avec des usages pérennes. Et oui, quand on a commencé, alors on a eu la chance d'avoir des partenaires très solides, de travailler avec les constructeurs, d'avoir un positionnement qui anticipait du coup cette arrivée de nombreux appareils, pas forcément l'IA générative qui permet finalement de créer beaucoup plus facilement. Ça, en 2015, on le voyait pas encore. Il n'y avait pas l'IA en 2015 encore, l'IA générative telle qu'on l'a aujourd'hui. Non, on n'avait pas les Transformers qui sont arrivés après et qui ont permis du coup avec les LLM de vraiment, en effet, avoir tout ce volume de données, d'anticiper, parce que ça reste l'anticipation, mais du coup, quand on parle de l'AGI, je pense qu'on n'y arrivera pas avec ce modèle de LLM, mais on y arrivera en effet avec la physique, avec ces technologies et avec les forces de calcul aussi qui sont nécessaires. Et pour le business, il y a plein de cas d'utilisation, ceux dont on peut parler publiquement, par exemple avec la SNCF. Ça va être la formation professionnelle, de pouvoir former
voilà, pouvoir. Ça coûte très cher en fait de mobiliser une RAM, Ouais, ça coûte 30 000 € la journée. Ouais, Là, ouais. acheter un casque et avoir Ouais. une simulation parce que le rendu est très bon. Donc, On a vraiment l'impression d'être dans le train. Ouais. Et là, il y a une application. Donc, si vous avez un Apple Vision Pro chez vous, Ouais. vous pouvez tester l'application SNCF qui Ok. montre la nouvelle RAM qui arrivera D'accord. dans Ok. quelques temps. Donc, il y a des opérations marketing, des opérations de formation professionnelle. Pour le cinéma également. Tout le monde ne peut pas s'offrir un home cinéma Bien et sûr. un super écran. Bah là, avec, bon, c'est aussi cher un Mmh. Vision Pro, mais c'est moins cher qu'une l'installation d'une salle de cinéma et ça Et puis permet on sait que d'avoir ces du prix vont rendu. baisser et que de toute Bien façon, sûr. il va y avoir. C'est ça. Donc se lancer aujourd'hui en tant qu'entrepreneur sur un business autour de ces technologies, tu penses que là, c'est parti, c'est le bon moment, la vague est bien lancée sûr. Ouais. et on va voir d'ailleurs comment ça fonctionne sur ces lunettes. Est-ce qu'il y a un store avec des applications spécifiques? Est-ce qu'on va aller vers ce modèle-là également? Pas pour l'instant. Il y a un SDK qui. Alors un SDK, pour les amis qui nous écoutent, c'est un outil qui permet de faire pour les développeurs. plus facilement pour les développeurs un logiciel compatible avec exactement, qui permet d'avoir accès du coup aux caméras. Moi qui joue par exemple beaucoup au golf, tu vois, j'ai toujours les informations sur ma montre de quand je suis sur le parcours avec les distances. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une application de golf qui me permettrait de voir ça sur l'écran de mes méta, ou alors ça nécessite que le développeur fasse avec ce SDK la mise à jour? Voilà, comme il y a une mise à jour complémentaire pour l'Apple Watch, il faudra une mise à jour complémentaire pour ces lunettes spécifiques. Exactement. Il y aura donc il y a un peu de travail encore de développeurs pour qu'il y ait plus d'applications disponibles. C'est ça. Okay. Pas tout de suite. Ouais. Ça, c'est plutôt à partir de l'année prochaine où il y aura un store où ce sera en fait l'extension de l'application sur les stores iOS, Android, etc. Nous, du coup, notre studio de développement, on travaille avec Meta. On pourra du coup sortir aussi ces premières applications. Donc si vous avez déjà des usages, travailler avec des sociétés qui ont des logiciels et leur développer pour eux, à partir de ce SDK, l'extension pour les lunettes. Donc exactement, ça, c'est ce qu'on commence à faire. Et l'objectif, du coup, c'est pour la sortie des unités l'année prochaine et avec l'ouverture aussi avec d'autres applications, de pouvoir avoir l'application de sport. Bien sûr, il y a on a plein tous envie d'usages. d'avoir Strava sur sa lunette, d'avoir tous ces outils qu'on utilise au quotidien. Strava, ils ont déjà un partenariat. Ils ont déjà un partenariat, donc ça va arriver vite en fait. Donc ça va arriver très vite. L'explosion des applications. À partir de 2026, voilà, ça a pris du temps. On a fallu être résilient. On a eu des super investisseurs, des super partenaires, des moments de montagne russe, vraiment des moments où même est-ce que ça va vraiment arriver et voilà, et ça arrive et c'est trop bien, trop contente, enfin. enfin, bon, c'est super. Comment justement, du coup, quand on va développer ce type de nouvelles applications, comment on réinvente l'interface utilisateur? On l'a vu, on est sur des nouveaux gestes qu'il va falloir apprendre. Apple nous a appris avec les pouces à tapoter sur un smartphone, à swiper des nouveaux gestes. Donc là, c'est des nouveaux gestes qu'il va falloir apprendre pour ce device en particulier. Oui, il y a eu du coup aussi une évolution dans les interfaces, dans les usages, notamment du coup la compréhension. Donc ça fait depuis 10 ans qu'on utilise des capteurs qui permettent de reconnaître du coup les doigts et avoir plusieurs gestuels. Là, c'est une nouvelle technologie qui est rendue accessible au plus grand nombre, qui n'est pas nouvelle. Donc c'est le rachat aussi d'une entreprise par Meta. Okay. Donc le Neuroband, c'est pas Meta qui l'a développé, c'était une autre entreprise. Non, mais comme plein de technologies. Après, ils l'ont développé eux-mêmes. Chaque GAFAM, c'est soit de développement en interne, soit de l'acquisition. Donc on va avoir son Apple Watch comme moi à gauche et puis le bracelet à droite. Donc on n'a pas troisième poignée. Qu'un. Ouais, tu penses que ça va être intégré dans le bracelet sans doute de l'Apple Watch et du coup. Il suffit d'intégrer quelques capteurs et de pouvoir. Et ça, c'est assez incroyable. En fait, c'est ça qui m'a le plus impressionné, c'est de se dire on a une nouvelle façon d'interagir qui est beaucoup plus intuitive, qui permet du coup de même rester droit, regarder autour de soi et d'être beaucoup moins centré sur un téléphone et sur
Alors aujourd'hui, justement, si on revient un peu à cette partie business. Et oui, j'en ai pas parlé Oui, aussi, dis-moi. parce que c'est pas accessible encore aujourd'hui, ça va arriver dans les prochaines semaines. C'est la possibilité d'écrire directement sur une surface D'accord. pour pouvoir envoyer des messages. Ah, ok. Donc ça te donne aussi le choix entre La voix, voilà, ou écrire dicter, sur ta ou table. écrire directement. Donc Ouais, si vous ça, voyez demain c'est quelqu'un sympa. qui est en train d'écrire Ouais, dans c'est un peu sable ou sur une bizarre, table, mais- ça va faire bizarre, vous saurez Ouais. pourquoi, c'est qu'il Ouais. est en train d'envoyer un message. Il va falloir comprendre ce qu'a écrit la personne à l'envers Aussi. et voir aussi, parce que moi j'écris très très mal, s'il arrive à faire des lettres correctes. C'est quoi les forces en présence aujourd'hui sur ce marché? On est là pour parler aussi un peu business. Tu disais plusieurs centaines de milliers d'Apple Vision vendus, sans doute plusieurs centaines de milliers de Ray-Ban classiques aussi faites déjà. Des grands absents aujourd'hui, Samsung par exemple. Donc c'est quoi Non. un petit... Si, ça y est, ils y sont aussi. Ah Je bah dis une là, cette bêtise. semaine, justement. Ah bah oui, mais alors jusqu'à Non, non. aujourd'hui, ils étaient absents, mais ça y est, ils arrivent. Non, ils avaient déjà... ouais, donc c'est une collaboration Samsung et Google. D'accord. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, aucun constructeur ne travaille pas dessus. Ok, ils sont tous Et dessus. Tous, Très et bien. ils travaillent soit depuis plus de 10 ans, soit depuis quelques années. Il y en a aucun... aucun acteur sérieux peut... Mais est-ce que les fabricants de lunettes construire. traditionnels vont disparaître? On sait qu'aujourd'hui, la montre la plus vendue Non. au monde, c'est l'Apple Watch. Oui. Moi, j'ai des montres, des belles montres qui sont dans mon tiroir depuis maintenant 2 ans, que regarde je ce qu'ils porte font. plus. Les Euh, Ray-Ban, les... Oui, mais tout le monde va... Enfin, il y a des centaines de marques de lunettes. Ils vont pas être tous partenaires des 4-5 constructeurs qui vont être capables de le faire. Donc finalement, est-ce que demain... En fait, c'est plus ça que va 4-5 pas- constructeurs. Et Ouais. puis, on voit avec EssilorLuxottica, ce qui le prennent très au sérieux. Et il y a eu plus 30% en fait, Ouais. du cours de l'action permise par les Donc méta. Enfin, c'est Xiaomi, incroyable. Xpeng, Bien sûr. tous ces Ils sont gens-là tous dessus, oui. vont Il y venir a des dessus. premiers appareils qui sortent, il y a les Ok. X-Reel. Il y a eu du coup les annonces, la keynote de Google cette semaine avec l'annonce de leur casque, un peu comme le Vision Pro, Ok. avec moins de capacité technologique, un peu moins cher. Mais ouais, assez impressionnant. Et donc là, à partir de $1 700, et même sur 12 mois, je crois, à $130. Donc voilà, l'objectif, c'est de massifier aussi la sortie des casques et l'annonce des lunettes. On n'a pas encore de date précise Ok. pour la sortie. Mais ça, il l'avait déjà présenté pendant la Google I.O. un peu plus tôt D'accord. cette année. Et du coup, d'avoir la paire de lunettes Donc Google on va qui avoir un permet... vrai choix dans 6 mois, Ouais, bien entre sûr. une dizaine de modèles, celui Ouais, d'Apple, j'avais beaucoup celui aimé de leur, Google, celui de Meta, sans doute. Bien sûr, j'ai beaucoup aimé aussi les vidéos de Google qui montraient avec le flux caméra. En fait, tu perds tes clés, tu sais pas où elles sont, et en fait, du coup, la caméra a vu qu'elles étaient là-bas et Ouais, il te dit. très bien. Voilà, et puis ensuite, Google Maps, pouvoir. Les cas d'usage, ils sont très nombreux, Ouais. les cas d'usage. Du coup, finalement, dans ce marché, le plus grand absent, ça reste encore OpenAI. On voit que eux, en revanche, ils sont en train de faire une intégration verticale totale. Ils fabriquent même leurs puces. Ils ont annoncé qu'ils vont fabriquer leurs puces. Ils ont fait des gros partenariats là-dessus. Ils vont jusqu'à la partie applicative. Ils ont lancé un concurrent de LinkedIn, par exemple, sur les jobs. Donc, c'est vraiment là, la société est vraiment partie pour faire une intégration Un verticale moteur totale. aussi de recherche. Ils ont moteur de recherche, bientôt également il vient d'être lancé également Atlas, donc le navigateur. Donc ils sont sur toute la chaîne de valeur. Ils viennent de racheter la société de Johnny Ive, le créateur avec Steve Jobs des ordinateurs Apple qui ont relancé la marque. Qu'est-ce qu'on sait de ce que prépare OpenAI aujourd'hui sur ce segment? Ouais, alors rien de plus que ce qu'ils ont annoncé publiquement, avec la vidéo de Sam et Johnny voilà, Ive, où il raconte. Je vous invite à regarder cette vidéo qui est assez drôle d'ailleurs. C'est un peu lunaire. Mais ASF, justement. Voilà, exactement. Ils sont dans un café, ils refont le monde, ils imaginent le device pour l'IA de demain. Ils parlent pas trop finalement des caméras. Et j'ai l'impression qu'ils sont plutôt partis sur quelque chose de complètement différent. D'un peu plus invisible. Après, c'était volontairement très abstrait aussi cette vidéo pour pas non plus dévoiler sans doute trop dévoiler. Il y avait des toi rumeurs qui es sur dans le tous les bracelet, secrets, est-ce que tu en sais? Est-ce qu'il y a des rien rumeurs? dire, Mais est-ce qu'il y a des rumeurs? Moi, je Donc peux tu parler sais de des ce qui choses mais sort. tu ne peux pas le dire. Non, je ne sais rien. Tu ne sais rien. Je ne sais rien sur. Et il n'y a pas de sur aucun. rumeurs, il n'y a rien encore qui les rumeurs, c'est un collier, un bracelet, des paires de lunettes, potentiellement. Ils travaillent sans doute aussi là-dessus. Mais il n'y a pas encore ni de partenariat technologique encore d'annoncer, ni même encore de produits fait là-dessus. Ça marche. Je voulais revenir aussi un petit peu sur ces usages business. Moi, j'ai quand même un petit peu l'impression souvent que
on est un peu la dernière roue du carrosse en Europe, qu'on a ces produits 6 mois après les autres. Toi, tu me disais en préparant ce podcast que finalement, bah non, c'est toujours la même chose, c'est normal. C'est juste que là, on parle d'un produit physique, il y a pénurie, et que donc, bah, on démarre toujours par un premier marché qui est généralement les États-Unis avant que ça vienne ici. Oui. C'est un peu moins le cas pour les logiciels. Là, on pourrait se demander pourquoi Sora 2, par exemple, il faut attendre si longtemps avant de l'avoir en Europe, alors que c'est juste du logiciel. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu une volonté de nos amis américains de nous faire payer l'IA Act et la réglementation qu'on essaie de mettre en place ici aussi sur ces sujets? Oui, bien sûr. D'ailleurs, même s'ils sont pas forcément contre cette AI Act, parce qu'eux ont les moyens avec les avocats de bien s'adapter. C'est un peu plus problématique pour les startups et l'innovation en Europe, mais passons. Mais alors, pour des sorties, c'est aussi la possibilité de tester sur un marché plus restreint et d'itérer en fait pour les prochaines versions. Donc les Meta Ray-Ban Display, en effet, c'est sorti en ce moment aux États-Unis, puis plus progressivement dans certains pays. Ça permet d'adapter le marché, les sorties. On a également les lunettes de HTC, HTC Vive, qui sont sorties à Taïwan, qui vont sortir l'année prochaine aussi en Europe. Et il faut adapter au marché européen, aux visages qui sont aussi un peu différents. Donc voilà, les modes, les styles, il n'y a quand même pas beaucoup de choix. On a le choix entre 2 couleurs, un même format. Donc on va avoir besoin d'avoir effectivement sans doute plus de choix aussi. Parce que sur d'autres générations, il y a plus de choix, plus de couleurs. Et non, mais il y a plein de modèles maintenant de paires de lunettes. Et en fait, et on le voit quand on va chez l'opticien aujourd'hui, on corrige sa vue, mais on permet aussi de. Alors, mais ça, c'est incroyable pour les personnes qui justement ont perdu la vue ou ne l'ont jamais eu, peuvent la retrouver ou la découvrir parce que la caméra. Les gens qui sont aveugles aussi à pouvoir. Exactement. J'avais vu un commentaire d'un aveugle sur des vidéos review qui disait c'était incroyable qu'il avait pu passer la journée avec et avoir toutes les informations en temps réel. C'est incroyable. Bien sûr. Non, il y a aussi bien évidemment énormément d'usages dans le domaine de la santé potentiellement aussi. Avec c'est vrai, on en a pas parlé, mais pour Louis également. Ici, Luxottica sort une paire de lunettes fin d'année qui permet d'amplifier les voix et d'atténuer le bruit d'environnement. Donc ça permet aux malentendants qui souvent en fait ne veulent pas forcément porter des prothèses auditives, surtout les jeunes, d'avoir l'option avec une paire de lunettes qui permet de mieux entendre. C'est très intéressant qu'on parle de ça, puisque tu sais que nous, chez Allegria, notre rôle, c'est vraiment d'aider chaque Français à devenir, j'allais dire, un freelance augmenté, un entrepreneur augmenté, un emploi augmenté, grâce à l'IA. C'est vraiment ça notre rôle, de vous donner des nouvelles capacités. Mais on sait que démocratisation. Potentiellement, il y a justement ceux qui vont faire cet effort et apprendre à utiliser ces nouveaux outils, et puis le risque aussi d'en laisser un certain nombre sur le bord de la route. C'est pour ça que chez nous, c'est vraiment de former tout le monde, d'accompagner tout le monde. Est-ce qu'avec ce genre d'outils, on ne va pas non plus créer une forme de fracture entre ceux qui auront la chance de pouvoir se les payer à 800 € et d'avoir un avantage compétitif sur les autres par rapport à ceux qui n'auront pas ce genre de device? Est-ce qu'on ne va pas non plus, est-ce qu'il n'y a pas un risque de recréer une forme de fracture numérique aussi avec ce genre d'outils? Cette fracture, elle est déjà présente aujourd'hui entre ceux qui peuvent acheter un iPhone, un téléphone, un smartphone, à plus de 1 000 € ou pas. Là, on le voit, la gamme de prix, elle est quand même assez faible, que ce soit les Oculus Quest réalité virtuelle à 300 $, donc c'est accessible. On a d'autres appareils, des Pico, donc des modèles. Le problème, c'est accessible, mais c'est quand tu cumules l'achat de l'ordinateur, bien sûr. plus la montre, plus les lunettes, plus le casque de réalité virtuelle, à la fin, l'équipement coûte très très cher. Mais tous n'ont pas besoin de tout ça. Non, exactement. Et pour la paire de lunettes, encore une fois, la version sans le display, elle est à 300 $. Mais je pense au marché de l'éducation, qui est notre marché. Tu vois, si ça, demain, on constate que, par exemple, le fait de pouvoir disposer de ce type d'outils, quand même à presque 1 000 $, te permet d'avoir un avantage pour être plus pédagogue, mieux apprendre, aider tes enfants à être plus efficaces. On le voit aujourd'hui, par exemple, les parents utilisent tous ChatGPT, surtout maintenant, depuis la version 5, avec le mode Learn, qui est vraiment impeccable pour ça. C'est pas toutes les familles qui peuvent non plus se payer les 20 $ par mois pour mettre ce genre d'outils à disposition de leurs enfants. Donc,
est-ce que finalement, il n'y aura pas quand même un peu ceux qui peuvent se payer toute cette technologie et qui vont effectivement en profiter, et puis les autres qui risquent de rester au bord de la route? Oui, bien sûr, surtout dans un premier temps. Enfin, dans la phase d'adoption des technologies, c'est toujours plus cher au début. Bien sûr. C'est sûr que c'est pas accessible à tout le monde. C'est à quelques centaines d'euros, il faut les avoir, ça c'est sûr. Après, l'IA derrière, moi je pense aussi à terme, c'est à l'école. On aura aussi ces appareils. Quand on voit, moi, quand j'étais jeune, la région, ils nous passaient un ordinateur pour commencer à travailler. Peut-être plus tard, ce sera un appareil comme ça avec un coach embarqué. C'est par ça que l'IA va rentrer dans les écoles, justement, par ce type de device, pour justement aider chacun et avoir quelque chose de plus personnalisé dans les écoles. On sait qu'un prof pour 30 gamins, ça ne marche pas. Donc, il faut trouver autre chose. Et l'IA pénétrera peut-être l'école par un nouveau device qu'on ne connaît pas encore ou par ce type de device. Oui, bien sûr, avec pas forcément un écran. Ouais, et pouvoir dialoguer avec son prof virtuel. C'est génial. Moi, j'imagine vraiment des petites peluches, des petits profs, des petits... c'est un peu bizarre. Des profs, mais bon, t'imagines. Alors, ça existe déjà. Il y a une école qui a créé effectivement un petit personnage, un petit robot virtuel qui est déplacé de classe en classe et qui est au milieu des enfants, des élèves ingénieurs plutôt, parce que c'est une école d'ingénieurs qui a fait ça, et qui est là pour assister le prof, enregistrer tout ce qui se passe dans la salle et les accompagner. Donc, bien sûr, plusieurs initiatives, mais du coup, qui est en train de se vraiment démocratiser. Et plus, ça ne remplacera pas le professeur, mais ça lui permettra d'être beaucoup plus précis dans l'accompagnement et à l'élève. Ça, on le sait déjà, mais ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des études de marché qui nous disent quel sera le taux de pénétration de ce type de nouveaux devices dans les 3, 4, 5 prochaines années? Est-ce qu'il y aura, je sais pas moi, 5% de la population mondiale qui portera des lunettes connectées d'ici 2030? Est-ce que tu as quelques chiffres sur ce marché? Non, des chiffres. Des études, c'est toujours... Ouais, 9 fois sur 10, ça raconte des conneries. Voilà, en 10 ans, j'ai vu tellement d'études, tellement le marché à X milliards. Je me méfie toujours un petit peu et je pense que il faut être prudent, mais par contre, ce qu'on peut anticiper, c'est on sait en fait ce qui va sortir dans les usines à 2-3 ans. Il suffit de regarder les brevets déposés, les commandes des différents matériaux. Donc, ça permet à 2-3 ans, et c'est pour ça qu'en 2021, quand on a décidé de faire le pivot vers le smartphone, c'est parce qu'on avait vu qu'en fait, dans les 2-3 prochaines années, on n'aurait pas encore ces appareils. Et du coup, on a eu raison en 2021 et on a bien fait du coup ces pivots avec l'entreprise parce que c'est à partir de 2026 ce qu'on avait prévu et à partir de 2028 vraiment une adoption jusqu'à 2030. Donc il faut se faire son propre avis, tester. Oui, bien sûr. Tester, ça coûte rien de tester. Vous pouvez aller quand ça arrive en France tester directement en magasin. Complètement. Tu disais aujourd'hui pas de date encore de disponibilité en Europe, mais sans doute le printemps, on imagine, pour que ça premier semestre a priori. Ça marche. On va arriver déjà à la fin de ce podcast. C'était génial de pouvoir échanger, de tester ces nouveaux produits, de vous les faire tester et découvrir en avant-première également lors de ce podcast. Je vais te poser les 4 dernières questions traditionnelles de ce podcast. Première question que je voulais te poser, Soraya. Quel est l'usage de l'IA qui a changé ta vie ces 12 derniers mois? À tout niveau. En fait... J'utilise vraiment au quotidien, tout le temps pour tellement de sujets, que ce soit des sujets perso, d'organisation, que ce soit... Alors si, je pense celui qui m'a le plus aidé, c'est sur la partie recherche, préparation, compréhension d'un marché, compréhension de l'activité d'une personne. Donc sur la partie vraiment recherche. D'accord. Alors tu es plutôt ChatGPT, Claude ou le chat? Mon choix de cœur, c'est le chat, c'est Mistral, bien sûr. Après, j'ai commencé avec les modèles d'OpenAI et je les utilise énormément. Mais je fais aussi beaucoup d'A/B testing, j'aime bien tester différents... Tu as raison. C'est super important. Et aussi de voir les évolutions parce que... Ça change tout le temps. Oui, en fait, beaucoup se sont fait un avis figé à un moment donné où des performances d'un certain modèle n'étaient pas forcément bonnes. Mais je vous invite vraiment à tester ces différents modèles en fonction de l'utilisation. On peut quand même tester pas mal de choses aussi gratuitement. Donc, tester à partir d'une même requête et voir les différences. Et finalement, on voit aussi des forces et faiblesses dans chaque modèle. Donc,
Pour les entreprises avec lesquelles on travaille en France et en Europe, on conseille les modèles de Mistral, évidemment, et ils sont assez similaires pour plein d'usages embarqués. Pour l'usage quotidien, il n'y a pas forcément tant de différence. Sur la partie B2C, c'est la force aussi d'OpenAI, c'est vraiment, ils veulent absolument conquérir tous les consumers, les prosumers, et c'est ce qu'ils font, ils investissent massivement pour. Mais Claude, les modèles de Claude, j'aime beaucoup aussi sur l'écriture et sur le code. Coder, sur le code notamment. Claude, c'est celui qu'on utilise le plus. Donc voilà, chacun a ses forces et ses faiblesses. Si on se projette dans 10 ans, selon toi, comment un enfant interagira-t-il pour la première fois avec un outil technologique ? Alors je pense justement que ce sera plus invisible. Ce sera intégré potentiellement, directement dans son livre, à voir la personne qui va lui conter le livre. C'est peut-être un peu dystopique, mais aussi potentiellement dans le doudou. Moi, mais j'aurais rêvé enfant, mon lapin, mon doudou. Qui te parle. Mais pour moi, il était tellement important. Il était aussi important que mes parents. Je me disais, mais si je perds mon doudou ou mes parents, c'est pareil en fait. C'est horrible de dire ça. Mais du coup, si j'avais pu lui parler, parce qu'en fait, je lui parlais et je me répondais. Mais j'aurais adoré pouvoir parler à mon doudou et le personnaliser, qu'il m'apprenne des choses que... Moi, j'étais une enfant très curieuse et la curiosité est tellement importante. Et je pense que justement, moi, je fatiguais les adultes autour de moi. Les adultes, mais ils n'en pouvaient plus. Je leur posais tellement de questions. Mais là, en fait, j'aurais pu saouler mon doudou pour qu'il me raconte. Mais et voilà, quand j'avais besoin de tout comprendre autour de moi, de comprendre le coût des choses, comment ça fonctionne. Vraiment des questions où c'était épuisant pour les adultes autour de moi. J'aurais pu épuiser une IA. Donc, je pense, plus l'invisibilisation de... Dernière question. Selon toi, à cause de l'IA, quel geste quotidien aura disparu d'ici 2030 ? C'est marrant que tu dises à cause et pas parce grâce. Que grâce, oui, ça peut être à cause ou grâce. Parce que du coup, c'est pas la même chose. Si c'est à cause, un geste quotidien, du coup, positif qui disparaîtrait. Ou à cause ou grâce, du coup. C'est toi qui décides. Un geste quotidien, moi, vraiment, ce geste d'être tout le temps... d'être un bossu en fait sur son téléphone, des accidents dans la rue. Pareil, là il y a 3 jours, j'étais du coup moi je fais mes coups de fil avec la paire de lunettes et là il y avait un jeune devant moi, il avait une main sur son vélo et il était là avec son téléphone. Je dis, mais c'est une aberration en fait, c'est tellement dangereux. Donc moins de danger, être plus et c'est contradictoire, parce qu'il y en a plein d'autres qui me diront non, parce que t'as les notifs qui pop, donc t'es moins présent. Mais je trouve ça bien pire de sortir le téléphone et être comme ça et faire que juste là, voir la notif, voir que c'est pas intéressant et du coup, c'est être plus présent. Le mieux, c'est encore de tout débrancher quand on est à vélo, non ? Bien sûr, t'enlèves ta paire de lunettes, tu le désactives. Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup Soraya d'avoir passé cette heure ensemble. On a été ravis de pouvoir tester en avant-première ces superbes lunettes Meta Display, c'est comme ça qu'on les appelle. Ray-Ban Display. Meta Ray-Ban Display, c'est un peu compliqué. C'est la marque de la lunette. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant on parlait des Ray-Ban Meta. Et là, c'est l'inversement Meta Ray-Ban Display. Du coup, la marque Meta qui se remet un peu plus en avant. Ils ont réussi à faire accepter ça. Ils ont réussi. Pas mal. Bon, génial. En tout cas, on a été ravis de passer ce moment avec toi. On va continuer à suivre l'évolution de ce marché qui est incroyable, qui enfin arrive. Ça y est, on y est. Ça y est. Et Studio Mej, pour tous les entrepreneurs qui sont avec nous aujourd'hui, n'hésitez pas à vous lancer. N'hésitez pas à contacter Soraya aussi si vous avez des projets dans le secteur, puisque si j'ai bien compris, maintenant, tu accompagnes des entreprises qui veulent aussi aller dans ce domaine d'activité. C'est la partie consulting, mais également la partie développement avec une ancienne équipe d'Opuscom. Donc ça, c'est super. Dans un studio Mej et pareil, création de SaaS quand un store sera disponible. On va pouvoir relancer le partenariat avec Allegria parce que nous, on a Exactement, plein de clients qui ont très envie de passer sur ce genre de device. À grand plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Gen AI. Bonne journée à tous.